à tous et à toutes au Midi Scientifique d'aujourd'hui. Je vous présente aujourd'hui le sujet de notre conférence, la thérapie interpersonnelle et état de stress post-traumatique par deux conférencières, Dr. Pokchevko, j'espère que je l'ai bien dit, ainsi que Dr. Dao. Donc, si je commence avec les présentations, Dr. Pokchevko est présentement en cinquième année de résidence en psychiatrie à l'Université de Montréal, où elle a obtenu son doctorat en médecine. Elle détient une maîtrise en leadership et gestion de politique culturelle de City University à Londres et un bac en beaux-arts à l'Université de Concordia. Je vous présente également Dr. Dao, qui est professeure adjointe au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Elle a fait sa résidence en psychiatrie à l'Université de Montréal, où elle a développé un intérêt pour la psychothérapie, entre autres la TCC et la psychothérapie interpersonnelle. Depuis 2008, elle est membre associée puis membre actif à la clinique des troubles anxieux, où elle a participé au projet de recherche sur l'anxiété généralisée. Elle a aussi donné des formations sur la psychothérapie à différents groupes de professionnels de la santé. Merci à toutes les deux pour la présentation. Également, je vous laisserai le soin de choisir vos périodes. Bien, il y a une période de questions à la fin. Je sais qu'il y a certains conférenciers qui aiment avoir un petit moment pour des questions rapides. Donc, merci. Bonne présentation. Mhm. Donc, merci de nous inviter pour parler de ce sujet. Donc, on va d'abord vous présenter nos conflits d'intérêts qui sont absents. Voilà. Donc, on commence à présenter d'abord les objectifs de la présentation. Oh, j'ai cliqué trop vite, désolée. Les objectifs de la présentation, c'est d'abord de faire un survol des caractéristiques de la thérapie interpersonnelle. Je vais commencer par vous présenter la version pour la dépression. Puis par la suite, on va discuter de l'adaptation de la thérapie pour l'état de stress post-traumatique. Puis à travers la présentation, on va aussi présenter les données probantes au sujet de cette thérapie pour le SPT. Donc, qu'est-ce que la thérapie interpersonnelle? C'est une thérapie qui met l'accent sur les relations et sur la communication. Bon, alors la psychothérapie interpersonnelle, elle a été développée par Dr. Clurman puis Dr. Weissman dans les années 70. Dr. Clurman, c'est un psychiatre américain de Harvard qui est psychanalyste, mais aussi faisait des études en psychopharmacologie. Et Dr. Weissman est une travailleuse sociale et épidémiologiste. La thérapie interpersonnelle est née d'une façon un peu curieuse. Initialement, c'était comme le bras contrôle d'un projet de recherche. Donc, cette étude-là cherchait un placebo, donc une thérapie qui pouvait servir de placebo pour comparer à une médication dans le cadre d'une recherche pour le traitement de la dépression. C'est dans ce contexte-là que Dr. Weissman est allé rassembler des outils qu'on pouvait retrouver dans les thérapies de soutien et de là est née cette thérapie qu'on a utilisée dans le projet de recherche. Fait surprenant, à la fin de la recherche, les deux bras avaient bien répondu et c'est comme ça qu'est née la thérapie interpersonnelle. Donc, d'une façon un peu drôle, on peut dire que la thérapie interpersonnelle, c'est comme la première thérapie qui a eu une étude comparative avec la médication. Donc, développé en 70, à ce moment-là, le modèle médical de la psychopathologie prédominait et Dr. Clurman a décidé d'insérer ce concept-là dans sa thérapie en disant que la dépression, c'est une condition médicale et que ce n'était pas la faute du patient et que c'est une condition qui était traitable et il allait même accorder le rôle du malade au patient. Donc, la prémisse de la thérapie interpersonnelle pour la dépression, c'est que la dépression se développe dans un contexte social et interpersonnel. C'est vraiment ça la cause, le déclencheur.
Et il y a vraiment une relation bidirectionnelle entre la dépression puis les expériences interpersonnelles. Je m'explique. Donc, les expériences qu'on vit, par exemple les pertes, les conflits, les changements, vont vont rendre, vont nous rendre inaptes, moins aptes à utiliser nos stratégies d'adaptation pour faire face à ces stresseurs, ce qui entraîne des symptômes dépressifs. Maintenant, dans l'autre sens, la dépression, elle aussi, elle peut nous amener à avoir plus de difficultés à assumer notre rôle social. Ça peut faire en sorte aussi que notre entourage est épuisé et s'éloigne de nous, ce qui fait en sorte qu'on a des difficultés interpersonnelles. Donc, vraiment, la dépression et les expériences interpersonnelles sont vraiment reliées ensemble de façon bidirectionnelle. Une autre façon de voir la dépression, c'est aussi le déséquilibre entre les facteurs de protection puis les facteurs de vulnérabilité. Les facteurs de protection, c'est notre réseau de soutien, c'est notre communauté, c'est notre culture, alors que les facteurs de vulnérabilité, c'est les stresseurs, c'est notre génétique, c'est le manque de support. C'est vraiment dans un contexte de déséquilibre de ces deux facteurs-là que vont apparaître les symptômes dépressifs. Maintenant, les bases théoriques de la thérapie interpersonnelle, je vais un peu rapidement là, pour vous expliquer ça. Donc, deux principales théories, théorie de l'attachement et thérapie interpersonnelle contemporaine, qui est la thérapie de la communication. D'abord, la théorie de l'attachement, donc élaborée par Bowlby, dit que tout le monde a un besoin inné d'attachement, puis les styles d'attachement qu'on va développer viennent de nos expériences précoces. Hein. Si le jeune enfant envoie un signal à son pourvoyeur disant qu'il a des besoins et que le pourvoyeur est en mesure de répondre à ses besoins et de lui assurer une sécurité, l'enfant va développer un style d'attachement sécure. Si ce n'est pas le cas parce que le pourvoyeur ne répond pas de façon constante ou ne répond pas du tout ou est même abusif avec l'enfant, on va avoir des styles d'attachement de type anxieux, évitant ou désorganisé. Et bien sûr, l'humain va fonctionner de façon optimale lorsque tous ces besoins-là sont répondus. Et l'attachement va organiser plus tard nos comportements dans les relations. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre le style d'attachement parce qu'on voit par la suite un peu les conséquences de ça, les comportements qui sont pas adaptés, qui entraînent les symptômes dépressifs. Puis ces patterns d'attachement, donc on parlait de l'attachement anxieux, évitant et désorganisé, vont être surtout activés lorsque le patient va faire face à des stresseurs ou lorsqu'il sent que sa sécurité est menacée. Maintenant, la théorie de la communication de Kessler, qui est vraiment reliée à la théorie de l'attachement. Cette théorie-là nous permet de définir un peu comment la personne communique ses besoins dans une relation avec la personne significative. Puis, il faut savoir que la communication qu'on fait a déjà une intention là, de qu'est-ce qu'on veut dans une relation. Ça nous permet, ça l'influence la formation puis le maintien des relations. Donc, les problèmes interpersonnels vont surgir surtout lorsque l'individu va communiquer, mais de façon non intentionnelle, ses besoins d'une façon qu'il va avoir une réponse négative. Puis bien sûr, s'il y a une réponse négative, bon, il n'y aura pas ses besoins comblés. Donc, prenons pour exemple une personne qui communique de façon hostile ses besoins, bien, probablement que la personne qui le reçoit ne répondra pas aux besoins et même va s'éloigner de la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler cette communication-là dans la relation. Donc, au fond, objectif de la thérapie interpersonnelle, c'est d'aider le patient à identifier les besoins d'attachement et de réassurance et aussi de l'aider à communiquer bien ses besoins pour qu'il puisse obtenir du soutien. Les buts de la thérapie interpersonnelle, c'est diminuer les symptômes dépressifs en améliorant aussi le fonctionnement. C'est aussi de résoudre les problèmes interpersonnels et enfin, travailler sur le réseau social pour l'élargir, se reconnecter au réseau et aussi travailler la communication. La thérapie a trois phases. C'est une thérapie court terme, donc de 8 à 16 rencontres. Et dans la phase initiale, on va procéder à l'évaluation où on va essayer d'identifier le stresseur interpersonnel qui est à l'origine des symptômes dépressifs. Après l'évaluation, on donne le diagnostic, puis on donne le rôle du malade. On prend le temps aussi de faire l'inventaire interpersonnel, donc une étape importante où on va faire le tour des relations significatives du patient. Lors de cet inventaire-là, on regarde un peu les attentes de part et d'autre, aussi vérifier le style de communication que le patient va avoir dans cette interaction.
toujours dans la phase initiale, on va faire la formulation de synthèse là, par rapport à notre compréhension, puis on va déterminer ensemble avec le patient le focus. Dans la phase intermédiaire, donc on a déjà choisi le focus, qui est généralement 1 à 2 focus. On va utiliser des outils plus spécifiques pour travailler ces focus. Dans la phase de terminaison, on va réviser les outils, on va préparer la fin, puis on va faire la prévention. Maintenant, pour chacun, bon, on aborde les 4 focus. D'abord, je vous les décris. Les focus, finalement, ce sont les principaux stresseurs qu'on peut rencontrer dans la vie, dont le conflit interpersonnel. C'est lorsque les attentes ne sont pas réciproques dans la relation, puis qu'on a un désaccord. Dans la transition de rôle, c'est lorsque la personne elle a de la difficulté à vivre un changement face à une perte qu'elle vit et qu'elle a de la difficulté aussi à s'adapter aux nouveaux défis. Le deuil, c'est lorsque la personne perd un être cher. Et la sensibilité interpersonnelle, c'est lorsque la personne de longue date a des difficultés dans les relations. Maintenant, les stratégies plus spécifiques pour chacun de ces focus. Dans le focus conflit interpersonnel, on va aider le patient à identifier où est-ce qu'il est rendu dans son conflit, quel stade, puis après ça, renégocier la relation. Dans le focus transition de rôle, on va prendre le temps pour aider le patient à évaluer les avantages et les inconvénients de l'ancien rôle et du nouveau rôle. Dans le deuil, on va aider le patient à exprimer les affects. Après ça, de retravailler sur le réseau social qui souvent vont avoir perdu et aussi de se fixer des nouveaux objectifs. Dans le focus sensibilité interpersonnelle, on travaille les habiletés sociales qui vont permettre aux patients d'être plus confortables dans la relation, dans leur relation. Maintenant, dans les techniques utilisées dans la PTI, donc on parlait tout à l'heure de l'affect, donc l'identification puis l'expression de l'affect, donc aider le patient à reconnaître et à accepter les émotions douloureuses qui ne peuvent pas changer et aussi d'utiliser ces affects-là pour pouvoir apporter des changements dans leur relation. Par exemple, si on a certains affects, mettons, de colère, par exemple, peut-être que ça amènerait à peut-être travailler certaines affirmations de soi. Donc, ça pourrait être utile pour changer ce qu'on veut dans notre relation. Sinon, il y a la clarification aussi qui, bon, au fond, c'est reformuler ce que le patient dit, demander des clarifications pour surtout l'amener à mieux comprendre ce qu'il communique. C'est aussi une occasion pour clarifier, mettre en relief parfois les contradictions qu'il va nous apporter, bon, dans son discours, mais aussi peut-être les discordances entre son affect puis ce qu'il nous rapporte. L'analyse de la communication, c'est demander au patient de nous rapporter dans les détails une conversation problématique qu'il aurait eue avec la personne significative. Puis lors de cette analyse-là, on va essayer de vraiment comprendre si ce que le patient a communiqué dans la réalité est ce qu'il voulait communiquer. Hein. Les intentions et la réalité, des fois, c'est 2 choses. Donc, en analysant, on va comprendre bon, ce qu'il a dit, et ce qu'il voulait dire, ce qu'il a compris. Est-ce que c'est aussi ce que l'autre voulait transmettre comme message? Voir un peu ce qu'il avait comme attente dans cette communication-là. Est-ce que lui a compris l'attente de l'autre personne, puis également les émotions vécues de part et d'autre. Maintenant, le jeu de rôle. Le jeu de rôle est intéressant parce qu'il nous permet d'observer le style de communication du patient, mais aussi ça nous permet de voir l'émotion vécue par le patient lors d'une interaction. Puis, c'est une occasion aussi pour travailler des nouvelles habiletés sociales pour qu'ils puissent les utiliser dans ses communications. Puis, l'analyse décisionnelle, c'est lorsque le patient a un problème interpersonnel. On regarde avec lui donc les alternatives de solutions qui puissent régler le problème interpersonnel. Donc, c'est un survol de la thérapie interpersonnelle. Je vous ai présenté donc le modèle pour la dépression, qui est la première condition qui a été étudiée pour cette forme de thérapie-là. Donc, après ça, dans la deuxième partie, on va vous présenter l'adaptation. Dans le fond, depuis sa conception, comme Dr. Dao a mentionné, la PTI a montré une efficacité répétée dans le traitement de la dépression. Et depuis, elle a été aussi adaptée à diverses sous-populations de patients souffrant de troubles de l'humeur et pour traiter une variété de troubles psychiatriques, notamment la boulimie, le trouble d'anxiété sociale et le trouble de personnalité limite, et plus récemment, justement, le TSPT. Comme vous le savez, le diagnostic du TSTP nécessite un événement traumatique de la vie qui évoque des émotions puissantes,
que les individus se sentent dépassés, s'efforcent de supprimer. La prévalence du TSTP, petit rappel, au cours de la vie est d'environ, comme vous savez, de 6 à 9 Le TSTP aussi associé à des taux élevés de déficience dans le fond fonctionnel, des plaintes somatiques, des risques de suicide et des troubles psychiatriques comorbides. On estime que 75% des patients souffrant de TSTP présentent un autre trouble psychiatrique comorbide. Et les taux sont particulièrement élevés pour le trouble dépressif majeur. Approximativement la moitié des patients présentent une dépression. Les autres troubles anxieux et apparentés, le trouble oppositionnel avec provocation, le TDAH, les troubles d'usage et le TPL. Les patients souffrant d'un trouble panique ou d'un autre trouble de l'humeur comorbide ont été associés à une plus grande déficience que le TSTP seul. Et les patients souffrant d'un TSTP et d'un TPL comorbide avaient dans les recherches démontré une moins bonne qualité de vie, plus de comorbidité psychiatrique, un risque accru de tentative de suicide par rapport aux patients souffrant l'un ou l'autre de la condition séparément. Les comorbidités donnant à un autre, dans le fond, les comorbidités associées au TSTP donnent un autre niveau de complexité, justement, pour le traitement du TSTP. Les lignes directrices canadiennes de 2014 par Katzmann et al. Recommandent la TCC en première intention pour le traitement du TSTP. Ils disent que les approches efficaces selon le guide sont la TCC axée sur le trauma, l'exposition prolongée, la thérapie de gestion du stress et l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, plus couramment connus comme le MDR. Il n'y a pas de recommandation franche pour les traitements psychologiques et pharmacologiques combinés dans le TSTP, car les recherches sont limitées et d'autres études approfondies sont nécessaires à ce sujet. En parallèle, les lignes directrices du NICE de 2018 vont dans la même direction que les lignes canadiennes, les guidelines canadiens. Il recommande également les thérapies cognitivo-comportementales pour la prise en charge de première intention du TSTP et ensuite, en deuxième lieu, un traitement pharmacologique. Les intentions TCC axées sur les traumas comprennent la thérapie de traitement cognitif, la thérapie cognitive pour le TSTP, thérapie d'exposition narrative et la thérapie d'exposition prolongée. Le NICE aussi recommande d'envisager le MDR pour les adultes ayant un diagnostic de TSTP entre 1 et 3 mois après un traumatisme non lié au combat et si la personne a une préférence aussi pour cette thérapie. Au niveau des traitements pharmacologiques, les lignes directrices canadiennes recommandent, comme vous le savez, de débuter les approches pharmacothérapeutiques par l'une des options de première intention qui inclut ici la fluoxétine, la paroxétine ou la sertraline, ou un IRSN comme la venlafaxine XR. Les guides du NICE, eux, recommandent plutôt la venlafaxine XR ou un inhibiteur sélectif de recaptage de la sérotonine comme la sertraline pour les adultes ayant reçu un diagnostic de STP, si la personne a une préférence justement pour le traitement pharmacologique. L'exposition, toutefois, n'est pas au profit de tous les patients. Bien que les psychothérapies axées sur les traumas telles que l'exposition prolongée soient considérées comme des traitements de première intention pour le TSTP, certains patients et même thérapeutes refusent de faire l'exposition aux souvenirs, dans le fond, qui leur rappellent des événements traumatiques en raison d'un évitement anxieux. De plus, certaines recherches suggèrent que l'exposition peut aussi augmenter les symptômes d'anxiété et d'évitement. Les taux d'attrition de ces psychothérapies evidence-based pour le TSTP peuvent être très élevés, dans le fond de 16 à 18 et les taux d'abandon environ de 30
justement. Euh, dans un essai clinique par Markovitch et ses collègues, ont évalué des patients avec un diagnostic de TSTP secondaire à différents types de traumatismes, constatant une efficacité similaire et des taux d'abandon plus faibles pour la PTI, de 15% par rapport à l'exposition prolongée qui était de 29%. Puis ça, c'était en particulier chez des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs comorbides. Également, en analysant les sous-échantillons, Markovitch a trouvé que les patients avec un trauma dans le fond à connotation sexuelle a révélé des meilleurs résultats pour la PTI que l'exposition prolongée ou la thérapie de relaxation. Et plus récemment, Markovitch et ses collègues ont constaté que la PTI améliorait le TSTP et les mesures d'attachement chez les vétérans militaires souffrant justement, qui ont un diagnostic de TSTP. Euh, voilà. Puis les militaires, justement, est un groupe euh, plus connu pour présenter des taux très élevés d'abandon et de non-réponse au traitement et qui et ce groupe-là aussi vont générer des symptômes, vont rester avec des symptômes résiduels chroniques. Euh, Je vais mentionner beaucoup Dr. John Markovitch, qui a fait beaucoup d'études. Dans le fond, juste un petit nom, un petit mot à son propos, c'est un médecin américain. Il est professeur de psychiatrie de clinique au Columbia University et psychiatre chercheur au New York State Psychiatry Institute. Puis plusieurs décennies, ce médecin a mené des recherches sur les psychothérapies et les médicaments comme le traitement de troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles de personnalité limite. Et justement, plus récemment, sur les troubles de stress post-traumatique. C'est bien lui, avec collègue, qui a fait l'adaptation. Il a publié récemment, dans le fond, il a publié principalement dans ce domaine, dans la PTI, dans lequel justement il a été formé par, comme mentionné par Dr. Dao, par Dr. Clerman. Euh, Ce livre, dans le fond, dans ce livre qui s'intitule Interpersonal Psychotherapy for Post-Traumatic Stress Disorder, qui a été publié en 2016, on peut retrouver ce tableau comparatif qu'on a traduit, que Dr. Dao a traduit librement, comparatif qui compare les deux thérapies, dans le fond, la thérapie d'exposition et la PTI et leurs différences. Alors, dans le fond, le focus dans la thérapie d'exposition, c'est plutôt l'événement traumatique, tandis que le focus dans la PTI, c'est plutôt les relations interpersonnelles actuelles. Le principe du traitement dans les thérapies d'exposition, c'est l'exposition au trauma, tandis que dans la PTI, on travaille plus les émotions, l'attachement et le soutien qui peut être donné aux patients souffrant du TSTP. Le but dans la thérapie d'exposition, c'est de reconstruire, dans le fond, l'histoire traumatique, l'histoire du trauma, puis, dans le fond, donner un phénomène d'habituation. Puis, la PTI, elle améliore la vie émotionnelle et le fonctionnement. En fait, plus le but, c'est vraiment d'améliorer la vie émotionnelle du patient et son fonctionnement interpersonnel. Le focus temporel, dans le fond, de la thérapie d'exposition, c'est vraiment le moment du trauma et le focus est sur ce qui s'est passé, les détails. Tandis que la PTI, c'est vraiment, on focus sur le moment présent euh, et les conséquences du trauma. On ne parle pas vraiment du trauma, mais plutôt de ses conséquences qu'il a sur la vie du patient. Euh, dans la thérapie d'exposition, oui, on discute du trauma, surtout du trauma, tandis que la PTI, c'est vraiment minimal et c'est surtout au début. Euh,
dans le fond, le message au patient qu'on devrait faire quand on fait de la thérapie d'exposition, qui est indiqué, c'est vraiment faire face à ses peurs. Et elle va faire face à tes peurs et à ta peur et elle va diminuer progressivement. Tandis que le message que la PTI veut transmettre, c'est les émotions peuvent vous aider à gérer les relations et à déterminer les gens à qui vous pouvez faire confiance. Puis, comme vous le savez, dans la thérapie d'exposition type TCC, oui, il y a des devoirs et pas dans la PTI. Um, les événements traumatiques de la vie évoquent de puissants sentiments de détresse émotionnelle, comme l'anxiété, la colère, la tristesse, la honte, la terreur, etc. Les patients qui sont accablés par leurs émotions, les individus souvent TSTP s'éloignent souvent émotionnellement et s'engourdissent en faisant preuve d'un détachement de l'affect. Ils se sentent alors déstabilisés, assaillis à la fois par un environnement hostile et des émotions intérieures qui sont vues dangereuses, qui sont un peu vues dangereuses par le patient. De plus, étant détachés de leur affect, ça rend difficile pour les patients de juger à qui faire confiance dans leur environnement. Euh, Supprimer les émotions négatives est non seulement épuisant pour les patients psychiquement, mais aussi contre-productif et inefficace. Selon Markovitch, la distanciation émotionnelle échoue périodiquement, ce qui conduit à des explosions de colère et qui convainc le patient davantage que, dans le fond, leur dysrégulation affective est présente et cela double les efforts du patient à justement supprimer davantage ses émotions. Euh, pour ces raisons, le patient souffrant de TSTP présente, pour les raisons nommées précédemment, le patient souffrant de TSTP peut présenter un problème pour la PTI standard. Par exemple, les patients répondent pendant l'entrevue invariablement à la question d'ouverture en racontant les événements. Le patient peut dire, je suis resté à la maison toute la semaine plutôt que répondre aux questions, décrire les humeurs et déclarer ses sentiments. Ils peuvent, dans le fond, décrire ses humeurs et euh, si on explore davantage, ils peuvent nous dire qu'ils se sentent engourdis, puis ils ne ressentent rien, aucune émotion, lorsque on explore, dans le fond, leurs sentiments davantage. Et justement, l'adaptation de la PTI pour le TSTP consiste à concentrer lors des premières séances, dans le fond, sur l'harmonisation affective. Puis celle-ci aide les patients à reconnaître, tolérer, nommer et comprendre la source environnementale de leurs sentiments, en particulier leur affect négatif. Euh, dans les sessions de la PTI, un début, c'est dans le fond de normaliser et de détoxifier les émotions. Euh, le thérapeute encourage, dans le fond, durant les sessions, à reconnaître qu'il est essentiel de comprendre ces sentiments inconfortables, car justement, eux permettent d'identifier si les personnes qui les entourent sont dignes de confiance. Et la confiance est essentielle, dans le fond, pour les patients qui sont apeurés et traumatisés, puis ces patients-là, dans le fond, qui souffrent d'hypervigilance interpersonnelle. La PTI permet de construire aussi un vocabulaire émotionnel, reconnaître que les sentiments sont puissants, mais pas dangereux, et qu'ils sont en effet essentiels pour gérer les situations interpersonnelles rencontrées par les patients. Cela aide les patients aussi à retrouver, dans le fond, tout cela aide les patients à retrouver leur autonomie et faire face aux circonstances de la vie et à mobiliser leur soutien social, un facteur essentiel pour traiter le TSTP et aussi les autres troubles, et à se sentir mieux. La PTI se concentre sur les conséquences sociales et émotionnelles de traumatisme.
plutôt que les reviviscences d'horribles souvenirs et sur la confrontation de leurs rappels. En prenant l'anamnèse, il est établi qu'au début, que le patient a subi un traumatisme et manifeste des symptômes de TSTP. Le thérapeute ensuite explique que le traitement ne consistera pas sur la reconstruction du traumatisme, mais sur les conséquences interpersonnelles, c'est-à-dire quel effet le traumatisme et le TSTP ont sur la vie sociale du patient et qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet. Les 14 sessions hebdomadaires vont se concentrer sur, je vais reprendre un peu ce que Dr Dawa a nommé, mais adapté à la TSTP, c'est le deuil traumatique compliqué, comme par exemple un membre de la famille qui aurait pu être assassiné. Ils peuvent aussi adresser le conflit de rôle, dans le fond, le conflit de rôle avec un proche, peut-être, par exemple, un partenaire qui a été violent, ou plus souvent une transition de rôle de l'état traumatisé vers un meilleur confort émotionnel et un meilleur fonctionnement social. Les caractéristiques qui distinguent, dans le fond, la PTI des autres psychothérapies en font un choix naturel pour traiter le TSTP, car la PTI est une psychothérapie basée sur l'événement de vie qui se concentre sur l'amélioration du fonctionnement interpersonnel, et le TSTP, lui, une maladie basée sur les événements de vie qui compromettent le fonctionnement interpersonnel. La PTI est un traitement basé sur l'affect, limité dans le temps, qui relie les changements d'humeur aux événements perturbateurs de vie de manière bidirectionnelle. Les événements perturbateurs peuvent déclencher une humeur perturbatrice et vice-versa. L'utilisation de la compréhension émotionnelle pour gérer les rencontres interpersonnelles crée des événements de vie positifs et c'est ça qui bénéficie l'humeur des patients. Données probantes sur la PTI adaptée au TSTP. Dans le fond, première étude à notre connaissance qui compare mais vraiment des IRSS, la sertraline, à la psychothérapie PTI, mais adaptée au TSTP. Dans le fond, c'est une étude très intéressante. C'est une étude publiée récemment en 2022 qui a été faite au Brésil, où on a comparé l'efficacité de la PTI TSTP avec un N de 39 et à la sertraline, un N de 35, dans un essai clinique randomisé de 14 semaines pour les femmes souffrant d'un TSTP après une agression sexuelle récente. Et le N total était de 74. Les résultats ont démontré que les deux traitements ont réduit de manière significative le TSTP, l'anxiété et les symptômes dépressifs, sans grande différence des résultats entre les deux groupes. La moyenne CASP-5 a diminué de 45,5 à 27,1 avec la sertraline et de 42,6 à 29,1 avec la PTI adaptée au TSTP. L'attrition était élevée dans les deux bras, ce qui est attendu un peu hors recherche, pragmatiquement. Les auteurs, dans le fond, concluent que cet essai a montré des améliorations au sein du groupe sans différence entre le traitement PTI-TSTP et le traitement de la sertraline du TSTP. Et conséquemment, les auteurs stipulent que les résultats suggèrent que la psychothérapie non basée sur l'exposition, comme les guidelines le recommandent, peuvent être bénéfiques pour les patients atteints de TSTP. Bien que dans l'étude, ils nomment qu'ils n'ont pas comparé directement la thérapie d'exposition.
Une autre donnée probante, c'est dans le fond, une étude, une revue systématique et méta-analyse de 10 essais cliniques randomisés qui a été, dans le fond, faite par Altobati et al., publiée en 2020, une étude surtout basée en Australie, qui démontre, dans le fond, les conclusions sont que la PTI peut être une intervention psychothérapeutique efficace pour réduire les symptômes du TSTP. Ici, dans le fond, les auteurs concluent que les données suggèrent une réduction statistiquement significative euh, des symptômes du TSTP chez les patients recevant la PTI. Notamment par rapport aux patients inscrits sur les listes d'attente, ceux recevant des soins habituels et aux personnes, par exemple, aussi victimes de catastrophes naturelles ou aux victimes de violences de masse. Cependant, les auteurs nomment qu'un nombre insuffisant d'études ont empêché une analyse plus nuancée et et les conclusions solides n'ont pas été fondées. Toutefois, les auteurs maintiennent que les résultats qu'ils ont trouvés indiquent que la PTI pourrait représenter l'une des psychothérapies efficaces pour le TSTP et que leurs résultats qui sont trouvés dans cette méta-analyse et revue systématique sont cohérentes avec des résultats d'une autre revue antérieure basée sur les données de 5 essais ouverts et contrôlés sur le TSTP chez les personnes souffrant de troubles anxieux, euh, faite par Markovitch en 2014, où l'étude a rapporté que le score CASP est passé de 72,3 à 36,5. Les auteurs ont également constaté que la PTI diminuait les symptômes d'anxiété et présentait une faible attrition. De même, une récente revue systématique et méta-analyse en 2018 de Linderton et al. A conclu que la PTI était associée à des taux d'arrêt de traitement significativement plus faibles que la TCC et les thérapies de soutien non spécifiques. Voilà. John Markovitch a publié récemment, en juin 2024, dans le Journal of Clinical Psychiatry, également une revue critique des données probantes sur la PTI adaptée au TSTP. Et il présente ici, dans le fond, il a divisé divisé les études en deux catégories, la population générale et les vétérans. Je vais vous présenter les deux tableaux. C'est pour vos références. Dans le fond, les deux tableaux ici présentent un survol mis ici pour vos références et dont j'ai cité les résultats de ces études dans la présentation antérieurement. Euh, en somme, la PTI a été bénéfique pour la population générale et les vétérans souffrant de TSTP dans le cadre de divers traumatismes, qu'elles soient administrées individuellement ou en groupe. Et ici, je montre le tableau des vétérans. Dans le fond, dans ces tableaux-là, Markovitch fait ressortir les points saillants de chaque recherche, leur adaptation, leurs forces et faiblesses. Et cette étude-là a été publiée en juin 2024, mais aussi, il y a également une vaste étude néerlandaise qui est dirigée en ce moment par Van Dijk, qui est en cours, très intéressante. Cette étude-là, elle randomise d'abord les personnes atteintes de TSTP en thérapie, en exposition prolongée, merci, ou à la MDR, puis il randomise les non-répondeurs du premier cycle de traitement, soit en thérapie alternative centrée sur l'exposition, soit en PTI. Puis Markovitch et ses collègues prévoient que la PTI, justement, sera efficace dans le traitement des patients atteints de TSTP non réactifs à l'exposition testée prospectivement, c'est-à-dire l'exposition prolongée.
Dans le fond, pour conclure, l'exposition n'est pas, l'exposition n'est pas au profit de tous les patients et il n'existe pas vraiment de panacée de traitement pour le TSTP. La reconnaissance, le message, c'est que la reconnaissance de l'importance des caractéristiques interpersonnelles dans le développement et la guérison du TSTP. La psychothérapie interpersonnelle est une approche alternative sans exposition qui aborde et répare la méfiance interpersonnelle. De plus, comme près de la moitié des patients diagnostiqués avec le TSTP présentent une dépression comorbide, l'effet antidépresseur de la PTI pourrait bénéficier également à cette population. Et malgré ces limites, les résultats cumulés dans les recherches sur la PTI ont des implications cliniques étendues. Le domaine est désormais passé de la question à savoir si la PTI fonctionne pour le TSTP à des preuves convaincantes qu'effectivement elle est efficace, et cela comparativement à l'exposition prolongée surtout chez les vétérans et dans la population générale, avec des possibles avantages. Par exemple, la thérapie par exposition dépend au moins théoriquement du fait du traumatisme. C'est alors que c'est maintenant, il est désormais possible de faire face au rappel du traumatisme. La violence, par exemple, domestique continue est fréquemment citée comme une contre-indication à l'exposition. Alors, la thérapie, la thérapie, la PTI pourrait être efficace dans ces situations-là. Également, la thérapie par exposition fonctionnelle, dans le fond, la thérapie par exposition fonctionne-t-elle également pour les populations présentant des taux élevés de TSTP et confrontées à des traumatismes continus, comme celle prise dans le fond, comme celle rencontrée dans les guerres actuellement en Ukraine et au Moyen-Orient. La PTI qui ne repose pas sur l'exposition pourrait présenter des avantages pour ces personnes. On pourrait émettre l'hypothèse que la thérapie d'exposition aurait des effets plus importants sur la réapparition des symptômes du TSTP, par exemple les flashbacks, tandis que la thérapie d'exposition pourrait avoir plus grand impact et un avantage en termes de fonctionnement social. Toutefois, plus d'études sont nécessaires sur le sujet. Sur ce, je vous remercie et on pourra répondre à vos questions. Les références vont être mises à la fin de